Dans cette vidéo, on va donc traiter l'exercice qui sert à montrer que l'inégalité des accroissements finis reste vraie dans le cas des fonctions à valeur complexe. Pour cela, on considère une fonction à valeur complexe définie sur un intervalle i. Donc, j'ai dit à valeur d'encart, maintenant je vais la prendre à valeur complexe. Voilà. Donc, définie sur un intervalle i, bien sûr, comme on le sait, un intervalle qui est non vide et non réduit à un singleton, ce qui veut dire que c'est un intervalle qui est d'intérieur non vide. Voilà. Et qui vérifie les hypothèses, donc, avec, donc si f est continue sur l'intervalle, les hypothèses du théorème de l'inégalité des accroissements finis. Et dérivable sur l'intérieur de l'intervalle, je rappelle l'intérieur c'est l'intervalle ouvert qui a les mêmes bornes que i, c'est-à-dire c'est l'intervalle i privé de ses bornes, si jamais ces bornes-là sont déjà dans l'intervalle. Sinon, pour un intervalle ouvert, par exemple, l'intérieur c'est lui-même. Donc si f est continue sur l'intervalle, dérivable à l'intérieur, et puis avec le module de f', et ici on dit bien module parce qu'on est à valeur complexe, le module de f' est inférieur à un réel positif k, et là on va déduire, on veut montrer l'inégalité des accroissements finis, c'est-à-dire on veut montrer que f sera k-lipschitzienne. Je rappelle que ça veut dire k-lipschitzienne, une fonction est k-lipschitzienne si, donc je rappelle, c'est-à-dire pour tout x et y, dans l'intervalle de définition de f, on a le module, ici on dit bien le module parce qu'on est à valeur complexe dans ce cas, est inférieur à k fois la valeur absolue x moins y. Donc le module de f de x moins f de y est inférieur à k fois la valeur absolue de x moins y. Donc c'est ce qu'on veut démontrer à la fin de l'exercice, chose qui était vraie pour les fonctions à valeur réelle, on l'a bien démontré à l'aide du théorème des accroissements finis. Et comme on a dit, ici c'est un argument qui ne marche pas dans le cas de fonctions à valeur complexe parce que le théorème des accroissements finis est valable que pour les fonctions à valeur réelle. Le théorème des accroissements finis et aussi le théorème de Rolle qui finalement forment le même théorème. Donc on a vu le contre-exemple pour le théorème de Rolle, le contre-exemple de la fonction exponentielle it qu'on dérive, qui est bien continue et dérivable, et qu'on trouve deux points là où les valeurs sont égales, c'est-à-dire toutes les hypothèses du théorème de Rolle, et que lorsqu'on dérive, on ne trouve aucune valeur de t qui fait annuler la fonction dérivée, parce que la dérivée de la fonction exponentielle it, c'est i exponentielle it. Donc finalement, cette fonction-là, cette fonction dérivée ne s'annule jamais. Donc voilà, le théorème de Rolle tombe en défaut avec ce contre-exemple. Ce qui veut dire que ce théorème-là, avec les mêmes hypothèses, il n'est pas vrai dans le cas d'une fonction à valeur complexe. Aussi, le théorème des accroissements finis, bien sûr. Voilà. Donc, mais pour le cas de l'inégalité des accroissements finis, on va ici arriver à la démontrer pour les fonctions à valeur complexe. Ce qu'on va faire, l'outil ou l'argument sur lequel va reposer cette démonstration, c'est utiliser l'inégalité des accroissements finis qu'on a déjà établie pour les fonctions à valeur réelle sur une fonction à valeur réelle qu'on va bien choisir ici. Donc ici, comme vous le voyez, c'est ce que je dois démontrer. C'est-à-dire, pour tout x, y, je dois démontrer cette inégalité. Donc ici, je fixe, dans cet exercice, on considère x et y dans i fixé, donc x et y dans i fixé, donc et en principe vous avez et on va prendre et on va pas prendre, c'est qu'on trouve un θ réel tel que fx exponentielle moins iθ multiplié par fx moins fy va être réel. En fait, ça c'est vrai pour n'importe quel z complexe. Donc si on considère que ça, une fois x et y sont fixés, ça c'est pas une fonction, ça c'est rien du tout, c'est un nombre complexe. Donc ces deux-là sont fixés, et ça c'est un z, c'est un nombre complexe. Et vous savez que pour n'importe quel nombre complexe, le nombre peut s'écrire module de z fois exponentielle i argument de z. Vous pouvez choisir l'argument par exemple entre 0 et 2π. Et là, vous pouvez trouver toujours, si vous prenez moins l'argument,
Donc, on peut prendre même, au lieu de θ réel, on peut même dire qu'il existe un θ entre 0 et 2π par exemple. Mais sinon, donc n'importe quel argument que vous choisissez, vous trouverez un θ réel, θ qui est égal à l'argument. Et là, vous serez toujours capable de dire que exponentielle moins i argument de z fois z est toujours égal à module de z, donc toujours est un réel, et même un réel positif. Donc là, vous pouvez prendre θ égale argument de z, moins argument de z, dans les deux cas, multiplié par exponentielle moins iθ, donc notre fonction, elle est, ou par exponentielle iθ. On pourrait ici ne pas prendre le moins, on pourrait prendre exponentielle iθ. Donc, multiplié par exponentielle iθ, notre fonction, elle est bien, pas notre fonction en fait, notre complexe z, bien fixé ici, multiplié par ce exponentielle iθ, est bien un réel. Ici, il ne s'agit pas d'une fonction, x et y étant fixés, ça c'est un nombre z fixé. Mais pour cela, on va, donc avec tous ces objets-là, on va poser une fonction sur laquelle on va appliquer l'inégalité des accroissements finis qui est valable dans le cas réel. Donc, on pose la fonction phi allant de l'intervalle i dans R, qui a tout t associe la partie réelle de exponentielle iθ fois f. Et là, vous voyez que, fois f de t bien sûr, qui a tout t associe réelle de exponentielle iθ fois f de t, qui n'est autre que la partie réelle de exponentielle iθ de f de t, voilà, fois f de t, voilà. Donc, ça c'est la fonction qu'on pose, et on veut bien donc appliquer l'inégalité des accroissements finis sur cette fonction en établissant une relation entre cette fonction-là et la fonction f. Ici, voilà, il y a une relation. Déjà, la partie réelle est bien posée ici parce que exponentielle iθ fois f n'est pas réel. Vous voyez, exponentielle iθ fois f de t n'a aucune raison d'être réel. Hein. Ce qui est réel ici, c'est ce produit-là. C'est pour f de x moins f de y multiplié par exponentielle iθ. Mais celle-là n'est pas réelle. C'est pour ça qu'on ajoute la partie réelle de ça. C'est la partie réelle de ça. Donc, ce qu'on veut, c'est voir fx moins fy. Mais on voudrait bien se ramener petit à petit à phi pour lui appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc, je peux voir ici que ça, c'est la même chose si je multiplie par exponentielle iθ. Ça reste le même module parce que exponentielle iθ pour θ réel est de module égal à 1. Donc voilà, donc ce module est le même. Et là, si vous voyez, ça c'est un réel. Ça c'est un réel. Ça appartient bien à R. On a bien dit pour x et y fixés, ça c'est le θ. Bien sûr, c'est un θ qui dépend de x et y. Donc θ, ce θ-là, dépend de x et de y. Une fois fixé, on le retrouve un θ. Comme on l'a dit, pour chaque z, il existe θ qui dépend de z et qui fait que, multiplié par z, ça devient réel. Donc ça dépend de x et y qui ont été choisis ici, bien sûr. Donc voilà, donc ce truc-là est réel, donc son module, ça sera une valeur absolue finalement, donc c'est le même que sa partie réelle. C'est un réel, il est égal à sa partie réelle carrément. Il est égal à sa partie réelle. Donc voilà, car finalement c'est un réel. Donc voilà, et là si je... Donc le réel est linéaire, donc là c'est réel de exponentielle iθ fx moins réel, partie réelle de exponentielle iθ fy. Donc voilà, et là on obtient exactement que fx moins fy est bien égal phi de x moins phi de y avec la fonction phi, bien sûr, qu'on a bien posée ici. Donc ça c'est comme première étape, et après on va maintenant établir une relation entre f' et phi'. Donc bien sûr, phi, f étant continu sur i, alors qui a été associé exponentielle iθ, f est continu aussi sur i. Exponentielle iθ ici ne contient pas la variable. Hein. Θ ici est vu comme fixé. Une fois on a fixé x et y, θ est fixé avec eux, donc ce x et ce y et ce θ sont bien fixés. Donc ici il s'agit de ce x là, ce y là, donc qui sont bien fixés. Maintenant si on parle de dérivée etc, on parle avec la variable t. Donc t qui est associé exponentielle iθ f de t est bien continu bien sûr sur i, alors sa partie réelle aussi est continue. Donc voilà, alors la fonction qui est associée à la partie réelle et qui ici est égale à phi est bien continue. Continue sur i. Alors ça reste valable aussi pour la dérivabilité sur i rond. C'est le même raisonnement.
donc multiplié ici par une constante, ça reste dérivable, alors la partie réelle reste dérivable. On sait bien que la fonction f est dérivable si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont bien dérivables, hein, sur l'intervalle ou au point là où il y a l'étude de la dérivabilité. Donc f est dérivable sur i si et seulement si réel de f et imaginaire de f sont dérivables sur i. F est dérivable en a si seulement si réel de f et imaginaire de f sont aussi dérivables en a. Et c'est vrai aussi pour la continuité. Donc c'est pas ici, c'est ici dérivable sur Iran. Donc il s'avère que phi aussi, eh bien, continu est dérivable sur continu sur i est dérivable sur Iran. Donc en ce qui concerne maintenant la dérivée, la relation de la dérivée de phi prime avec phi. Donc on sait que pour une fonction g, le réel de g prime n'est autre que réel de g prime. Donc ça c'est grâce à la linéarité de la dérivée. Et voilà, donc on a réel de g prime égale réel de g prime. Donc le réel de g de tout prime est égal réel de g prime. Donc ici, si je fais donc la fonction qui a t associe exponentielle iθ, donc si je l'appelle par exemple g, donc g' sera exponentielle iθ g' de t, hein. Là je parle en t, exponentielle iθ étant une constante comme on l'a dit, x et y étant fixées, donc exponentielle iθ f' t, et là réel de g', plutôt donc phi' de t, qui n'est autre que réel de g le tout prime en t, mais qui n'est autre que la partie réelle de g' qu'on trouve ici, donc le réel de exponentielle iθ f' de t. Donc voilà, réel de g le tout prime, c'est réel de g'. Et voilà g', donc c'est réel exponentielle iθ f'. Donc la valeur absolue de phi', ici donc phi' t, je voudrais bien majorer la valeur absolue et appliquer alors l'inégalité des accroissements finis sur phi, hein. Donc surtout que j'ai ici voilà cette égalité, donc si j'arrive à majorer ça par constante fois x moins y, par cette constante en fait, et là ça y est, donc on a prouvé, on a établi le résultat pour la fonction f, parce que le module est égal à cette valeur absolue, le module de fx moins fy, pour ce x et ce y bien fixé. Cette fonction phi a été bien donc posée pour ce x là et cet y là. Donc vous voyez bien, ce phi là, cette fonction phi, c'est une fonction qui dépend finalement de x et de y. Hein. Elle est basée donc sur exponentielle iθ qui lui il dépend de x et de y. Donc pour x et y fixés, on a posé une fonction bien fixée. Mais après, si je lui je montre l'inégalité des accroissements finis pour cette fonction, alors je pourrais l'appliquer en particulier pour ce x et ce y. Donc voilà. Donc phi' t est inférieur, est égal, avant d'être inférieur, à valeur absolue de la partie réelle de exponentielle iθ, f' t. Et là, on sait bien que la valeur absolue de la partie réelle est inférieure au module. Donc c'est inférieur au module de exponentielle θ, f' t. Celui-là n'est pas réel, donc la partie réelle n'est pas égale, mais réel, on sait bien que réel de z en valeur absolue est inférieur à un module de z. Donc il y a cette inégalité. Il n'y a pas forcément égalité ici parce que celui-là n'est pas forcément réel, on ne sait pas. Il est éventuellement complexe, il peut être complexe ou réel. Donc exponentielle iθ fois f', mais exponentielle iθ est de module 1, donc ça c'est module de f'. Très bien, donc ça c'est inférieur à k comme on l'a posé dans les hypothèses. Et ça y est, donc la valeur absolue de phi' est inférieure à k. Donc est inférieure à k. Donc phi, phi vérifie, la fonction phi vérifie les hypothèses de l'inégalité des accroissements finis. Bien sûr, l'inégalité des accroissements finis qui est à valeur réelle, qu'on a déjà établie, donc de l'inégalité des accroissements finis, d'où, je ne dirais pas pour tout x et y, parce que phi dépend de x et de y, je dirais d'où pour tout t1, t2 dans i, c'est-à-dire je l'appliquerai pour n'importe quel deux points, on a phi t1 moins phi t2 est inférieur à k fois t1 moins t2 en valeur absolue. Et là, cette inégalité-là a le droit d'être appliquée en particulier pour x et y. Donc vous voyez ici, x et y ont été fixés au préalable
j'aurais pas le droit de dire ici pour tout x et y, j'aurai l'inégalité. Donc voilà. Mais en particulier, j'applique pour x et y. En particulier, phi de x moins phi de y, même si elle dépend de x et de y, mais l'inégalité a le droit d'être appliquée pour x et y. Donc j'aurai l'inégalité pour ce x-là et ce y-là, ce qui implique, ça y est, parce que cette valeur absolue de phi de x moins phi de y est bien égale à f de x moins f de y au module, donc ce qui implique que f de x moins f de y en module est inférieur à k fois x moins y, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ça établit l'inégalité des accroissements finis dans le cas d'une fonction à valeur complexe. C'est la même inégalité, sauf que à valeur réelle peut être changée par la fonction à valeur complexe.